Oui, merci Madame la Présidente. C'est évidemment un vaste programme. Je vais essayer d'être bref et je voudrais traiter ce sujet en 3 points. D'abord, pour rappeler que nous sommes entrés dans une crise écologique globale. Un deuxième point, c'est qu'à cette crise écologique globale, il faut une réponse globale. Mais le troisième point, c'est qu'il est aussi nécessaire d'avoir une réponse locale. Et de là, on peut tirer quelques petites propositions pour des pistes d'action communes dans le cadre de l'espace atlantique qui nous intéresse pour le moment. Le premier point, vers une crise écologique globale, nous y sommes entrés parce que les scénarios sur le changement climatique montrent tous que le scénario tendanciel, business as usual scenario, comme on dit en général, conduit à un état du monde insoutenable. C'est ce qu'on trouve dans le Millennium Ecosystem Assessment des Nations Unies, dans l'Intergovernmental Panel scénario le panel pour le changement climatique, particulièrement dans l'étude du Centre d'études du Centre international, du Centre pour les études stratégiques internationales dont M. Serpati était le représentant hier et qui ont publié un excellent rapport qui s'appelle Age of Consequences, dans lequel il y a un panorama assez dramatique. Et puis récemment encore, dans le travail qui a été fait par le CIRAD et l'INRA en France, qui s'appelle Agrimonde. Ces modèles, ces scénarios montrent tous que notre modèle de développement et les aspirations des pays en développement pour un bien-être matériel comparable à celui des pays de l'OCDE ne correspond ni aux ressources de la planète, ni à la demande d'une population qui va augmenter de 50% d'ici 2050. Je crois que M. Wu Jianmian a particulièrement insisté sur cette limitation et sur la nécessité de changer de modèle. Or, ce qui est important, c'est de considérer que ce modèle peut s'écrouler, probablement pas brutalement, mais par gradation cumulative. Ça peut être des effets irréversibles du changement climatique, des crises alimentaires majeures, d'une accentuation de l'inégalité et de la pauvreté, et aussi d'un nombre croissant d'États défaillants. Le changement climatique s'achemine malheureusement vers les pires scénarios. Le scénario modéré du groupe intergouvernemental sur le changement climatique est désormais inéluctable, et c'était une estimation conservatrice. Les connaissances scientifiques, les mesures qui s'améliorent de manière continue montrent que la détérioration est encore beaucoup plus forte et beaucoup plus rapide et que les facteurs de risque sont de plus en plus accentués et qu'il faut revoir sans arrêt les modèles. La fonte des glaces qui s'accélère, l'augmentation des émissions de carbone, la sortie du méthane avec la fonte des glaces sur le permafrost des régions arctiques, et de telle sorte que l'objectif modéré de Kyoto, qui était de laisser les émissions à 550 parties par million, est déjà dépassé. Celui de 450 est devenu complètement illusoire. Certains scientifiques, et c'est un point très grave, par exemple ceux du Tyndall Center aux États-Unis, montrent qu'avec les scénarios optimistes, on ne peut pas empêcher une stabilisation à 650 parties par million. Or, les études du groupe intergouvernemental sur le changement climatique montrent que cette concentration entraînerait une augmentation de température de 3,2 à 4%. Jamais dans l'histoire du climatique du monde, que l'on commence à connaître sur 800 000 ans, n'a montré une telle crise. L'âge des conséquences montre bien, l'étude sur l'âge des conséquences montre bien que ce scénario est ingérable. Le docteur Hansen de la NASA, du Goddard Institute de la NASA, rappelle qu'il faudrait que la concentration de l'atmosphère n'excède pas 350 parties par million. Alors, vous voyez l'écart qu'il y a actuellement. D'ici 2050, il faudrait donc réduire les émissions beaucoup plus que de 50%. Les pénuries alimentaires, dont on a parlé tout à l'heure, les risques de famine et d'instabilité sociale qui en résulteront vont constituer un facteur majeur d'insécurité. Tout ceci, ça va être le résultat d'abord du changement climatique. La température et le manque d'eau vont réduire les rendements. Les spécialistes estiment grosso modo, d'une manière générale, que l'un dans l'autre, 1 degré en plus, c'est 10% de rendement en moins, en faisant la part de ce qu'il y a en plus et ce qu'il y a en moins. L'épuisement des ressources en eau dont on a parlé. Changement de la géographie agricole, c'est peut-être un des aspects les plus graves de... Certains pays vont bénéficier, certains pays de l'hémisphère nord, mais d'autres pays vont être particulièrement touchés, notamment l'Afrique et l'Amérique latine.
Également, un autre problème lié à tout ça, la compétition des biocarburants et des ressources alimentaires. Enfin, le manque de terre, la faim de terre, qui peut aussi aggraver cette insécurité, et une faim de terre qui est marquée par une tendance assez dangereuse, qui est en fait l'accaparement de terre, l'achat de terre dans les pays en développement par les grandes firmes agro-industrielles et puis par des États. Enfin, le risque d'élévation du niveau des mers, d'inondation des deltas et du littoral. Les conséquences sont évidemment dramatiques. Des crises alimentaires, une pauvreté accentuée, maladies, mortalité, migration, éco-réfugiés, État défaillant, crise sociale et État de non-droit. La majorité des pays affectés vont être parmi les plus peuplés. Afrique, Amérique latine. Le Sahel peut être désertifié. La Méditerranée représente un point rouge, un point de crise dans le système. Voilà un petit peu ce panorama. C'est assez triste, assez brillant, mais on est rentré dedans. Et malheureusement, pour le moment, malgré tout ce que l'on a fait avec Kyoto 1, on n'a pas empêché cette évolution et elle tend à s'aggraver. Il y a peut-être là une prise de conscience qui s'impose. Le deuxième point, c'est de dire qu'il faut une réponse globale à une crise globale. Bien, effectivement, seule une réaction globale peut éviter ou atténuer les risques de cette évolution de la biosphère. Les négociations sur le climat ne peuvent plus se limiter simplement aux émissions de carbone. Elles doivent prendre en compte la crise globale, la détérioration des sols, la déforestation, les ressources en eau, la biodiversité, mais également les problèmes de la pauvreté qui sont en grande partie liés à ça. Ceci renvoie, bien entendu, à ce qui a déjà été dit hier sur le besoin d'une autre gouvernance mondiale. Je ne vais pas en parler. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a besoin d'une stratégie de sauvetage qui soit globale et qui implique à la fois la réduction de la population, dans une certaine mesure une politique de la population pour faire passer les pays qui sont en retard dans la transition démographique, une lutte contre la pauvreté et bien entendu la restauration des sols, des forêts et des aquifères. Tout ceci est un programme considérable. On peut se donner des objectifs, mais en fait, les atteindre pourraient paraître irréalistes. Bon, nous commençons à approcher de l'alerte rouge. Le monde est dans l'alerte rouge et donc il faut prendre conscience de ces problèmes car la crise écologique se présente comme une sorte de bombe à retardement. La crise financière est venue à sa manière au bon moment. Avec soudaineté, elle a montré aux sociétés que le modèle économique pouvait s'écrouler. Brutalement, on a pris conscience de l'urgence. On a pris des mesures qui étaient inimaginables quelques années avant, étant donné l'idéologie qui les prédominait, des mesures de régulation, des mesures d'intervention des États. On pensait, d'ailleurs, qu'on allait faire quelque chose. Malheureusement, déjà, il y a une remise en cause de cette prise de conscience, d'abord en divulguant un optimisme qui n'est pas probablement justifié, et en même temps avec une certaine montée des égoïsmes qui a été signalée hier, notamment par Émile Mallet, et puis des protectionnismes. La crise écologique n'a pas la même soudaineté, mais en fait, elle interpelle la crise économique, car ces deux crises ont un fondement commun. Il faut en effet changer les systèmes de production, et il faut changer nos modèles de consommation. Et en un certain sens, le nouvel ordre économique doit être complètement associé au nouvel ordre écologique, comme en rappelant ce que disait Émile Mallet hier aussi. Et il faut donner à ce moment-là toute sa valeur à un concept dont on ne parle plus, mais qui avait toute sa valeur à l'époque, c'est le concept d'éco-développement. Éco étant compris dans le sens de écos logos pour le lieu où on habite, et écos nomos qui est la gestion de la maison. L'éco-développement est en fait une réponse qui pourrait être la bonne réponse. Mais ces réponses impliquent des mesures qui sont vraiment très difficiles à mettre en place. Il faut discipliner et réguler les modes de gestion des terres et des eaux. Il faut développer les énergies alternatives, dont aussi des biocarburants de seconde génération. Et puis, bon, les autres énergies alternatives, je ne vais pas y venir. Il faut développer de nouvelles technologies agricoles. Il faut changer les modes de consommation. Par exemple, la viande rouge consomme 7 à 8 kg de grains pour faire 1 kg de viande sur poids vif. Donc en fait, nous sommes devant des décisions à prendre, des mesures à prendre qui sont extrêmement difficiles, mais qui peuvent être prises seulement
à partir de politiques de volontarisme à l'échelle globale. Cela me ramène à mon troisième point. Une réponse locale à une crise globale. Effectivement, on lutte contre le temps, mais aussi on lutte avec l'espace et avec le nombre. Pour avoir un effet, les mesures de sauvegarde que je viens d'évoquer très brièvement, sans les détailler, doivent être mises en œuvre par des millions de personnes, et au premier rang par les agriculteurs. Il faut donc renverser, il faut les amener à renverser les tendances à la dégradation. Il faut qu'ils adoptent d'autres modes de gestion des terres, des parcours et des forêts. Il faut qu'ils apprennent à économiser l'eau. Il faut qu'ils adoptent d'autres technologies. Donc en fait, c'est un problème qui est immense. Les États peuvent décider ce qu'ils veulent, mais si les utilisateurs, les agriculteurs, les ruraux et les populations n'agissent pas, à ce moment-là, on n'est pas en mesure de répondre aux défis. Et cela implique, bien entendu, une responsabilisation des acteurs directs, ceux qui sont les acteurs de proximité, qui sont proches de la consommation, de la production, des ressources naturelles. Et bien entendu, cela renvoie à quoi? Au concept de la gouvernance locale. La gouvernance locale qui peut amener les individus à se responsabiliser, à contractualiser, par exemple, la gestion des terres et à faire des plans communs qui puissent être assistés par des structures d'aide technique gouvernementale ou intergouvernementale. Et bien entendu, tout ceci est lié à quoi? Aux politiques de démocratisation, aux politiques de décentralisation. Mais c'est aussi lié aux politiques de l'éducation, de la formation, de la santé. Là, à ce problème se rattache un autre problème extrêmement difficile, c'est que la gouvernance locale s'applique à des territoires, mais beaucoup de ces territoires vont changer. Il faut anticiper les migrations, il faut anticiper les désertifications. Toutes ces activités sont possibles, mais elles ont un coût. Elles ont un coût, j'ai terminé. Elles ont un coût, et ce coût pourrait être couvert peut-être pas simplement par le marché du carbone, comme ça a été le cas, mais par une taxe sur le carbone, par de l'aide internationale bien sûr, mais surtout par un nouveau concept. C'est le paiement des services rendus à l'environnement, car il y a un besoin de solidarité. L'environnement est un bien public commun. Il faut se rendre compte qu'actuellement, les dépenses militaires dans le monde font 1200 milliards de dollars. Il faut certes des armes, mais ce n'est pas avec les armes qu'on combat la crise écologique. Notre ennemi est à l'intérieur de la société. C'est dans notre incapacité à nous éloigner d'un modèle de développement soutenable que nous avons notre véritable ennemi. Alors, je passe sur le dernier point puisque je n'ai pas le temps, mais ça sera pour dire peut-être dans un autre cas qu'il y a quelques pistes pour une action commune, notamment pour avoir des stratégies macro-régionales pour identifier les risques et identifier les ressources, pour évaluer en commun ces ressources, pour faire des transferts d'expérience, l'Amérique latine ayant de grosses expériences en matière de gouvernance locale, pour avoir des échanges de technologies nord-sud et sud-nord, et enfin pour voir dans quelle mesure certains pays d'Amérique latine ne peuvent pas nous donner des leçons. Et je citerai à cet égard l'exemple de la Constitution de la République de l'Équateur, qui est la première à avoir deux titres, l'un sur le développement rural et l'autre sur les droits et devoirs des citoyens vis-à-vis des ressources naturelles. Je m'excuse d'avoir dépassé un petit peu mon temps. Merci.